Bien le bonjour à tous. Ah, attendez, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, voilà, ça ira très bien. Il y a un chat parmi nous. Il y a un chat. Il y a un bébé chat. Bonsoir à tous, c'est le retour des cours depuis je ne sais pas combien de siècles où je n'en avais pas fait. En tout cas depuis au moins la rentrée, donc ça remonte un petit peu. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'horaire, évidemment, ne vous bloque pas trop. 17h30, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour ceux qui rentrent du taf, mais bon, comme ça permettra de raider l'ami Get Bunzen à la fin du cours et ce sera très bien. J'en profite pour remercier Lisa Casua17 pour le follow. Je remercie aussi Nigneza, Bavard Stories, You Sombre Féline et Patient Cortex qui m'ont suivi. Donc merci beaucoup. Et bonjour Nono-san, comment tu vas? Comment vas-tu? Pour le retour des cours, vous pourrez dire j'étais là. J'étais là pour le retour des cours de professeur Cloto, qui n'a pas fait ça depuis fort longtemps. Comment allez-vous, les petits, mes chers élèves? Eh ben ça va, moi aussi, ça va très bien. Je suis bien contente de vous avoir en live, comme je disais, de reprendre un petit peu les cours, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de matines à lecture. On n'a jamais trop arrêté les matines à lecture, du moins pas trop longtemps, mais c'est vrai que les cours tout court, ça fait un petit bout de temps. Et ça faisait longtemps en plus que je vous parlais de ce live sur le héros et l'évolution du héros. Et ça fait longtemps que je le peaufine et que je me dis « Ah, mais j'ai envie de parler de plein de choses. Et si je parlais de ça, et si je parlais de ça, et si je parlais de ça. » Donc il a fallu que je me calme un petit peu, que je me dise « Non, tu ne vas pas passer 4 heures en live, Eleonore. Tu vas faire quelque chose d'un petit peu plus digeste pour tes pauvres viewers. » Donc j'ai essayé de limiter à un petit 1 heure de cours. On va dire ça comme ça. On va dire un petit 1 heure de cours sur l'évolution du héros, accompagné de ma fidèle Freya, comme vous voyez, qui est toujours là à me faire des bisous parce que c'est un chat adorable. Absolument adorable. Bon, et vous, alors, votre journée / après-midi, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit, tout ça? Dites-moi. Est-ce que vous êtes en vacances comme moi, puisque vous avez la chance d'être étudiant ou professeur, ou est-ce que malheureusement vous travaillez aujourd'hui? Hein, mon bébé chat? Oh bah oui. Regardez, il s'agit d'un bébé chat qui est fort malheureux. Vous pouvez appeler la SPA. Vous pouvez contacter la SPA pour ce pauvre chat battu qui est trop malheureux de vivre. Trop malheureux. Mais oui, moi ça va, une petite journée tranquille. Bon après, oui mon chat, je t'aime. Là on va se faire un petit cours sympathique avant mon départ. Bonjour Romain, bienvenue. On va se faire un petit cours sympathique avant mon départ pour Paris, puisque je pars demain matin très tôt pour Paris. Voilà, je vais passer le week-end, puisque je vais au match de rugby. Il y a un match France-Argentine. Et donc, je vais aller voir France-Argentine. Et ça va être bien sympa. Bien sympa. Et je visiterai, je pense, le musée d'Orsay. Je vous en parlerai. Si ça m'a vraiment plu et que j'ai pris plein de photos, on fera peut-être un petit truc avec Sabine Padelou. Elle n'est pas au courant, hein, voilà. Mais je vous annonce ça comme ça. Si ça me tente bien de parler des impressionnistes, on parlera peut-être avec la Miss Sabine Padelou. Voilà, je décide comme ça que je fais des collabs avec mes collègues de POG sans rien demander. Ah, je comprends, Romain. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de tes 2 jours et quelques avant le retour. Mais je comprends tout à fait. Je trouve que c'est très court les vacances de la Toussaint, parce qu'en général, on est crevé, donc on met la première semaine à récupérer, on n'a que la deuxième de vacances, et on se dit « Oh, faut revenir en cours !» Mais non. Ah, je suis désolée, Romain, d'entendre ça. Je suis désolée. Nous, ça se passe plutôt bien. Enfin, la classe dont je suis professeur principal, la première... Oui, mon chat. Très bien. La première set, ça se passe plutôt pas mal. Donc bon, j'espérais que ça serait mieux pour toi, mais j'en suis désolée. Tu peux venir squatter avec nous quand tu n'as pas cours, hein, si tu veux. Tu es le bienvenu en cours de français avec moi. Bon, même si tu as des cours de qualité, hein, avec mon collègue, mais en tout cas, tu peux venir squatter avec nous. Viens, on est gentils. Donc voilà. Voilà.
Je sais pas si vous avez vu, mais petit à petit... Oui, mon chat, ne fais pas tomber mon paquet de mouchoirs, mon cœur. Ce chat qui joue. Je sais pas si vous avez vu, mais l'air de rien, on vient de passer le cap des 530 followers. Alors c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais la chaîne monte petit à petit. Pour vous donner une idée, au début de l'année, en septembre, là, donc il y a 2 mois, on était à peine au-dessus de 300. Donc mine de rien, on a presque doublé en l'espace de 2 mois, donc c'est pas mal. En espérant qu'elle va continuer un petit peu cette avancée, cette petite chaîne qui deviendra peut-être un jour grande, en attendant que j'essaye de faire vivre. Je sais pas si la thématique du jour vous tente, parce que vous qui êtes là, c'est peut-être ça qui vous a fait cliquer dessus, l'idée qu'on passe de la question de l'évolution du héros. Pour toi, Romain, hein, qui passe le bac à la fin de l'année, si je ne m'abuse, ça te servira aussi, notamment pour la question du roman, puisque le roman est calqué sur la thématique du héros, donc ça pourra te servir. Il y aura 2-3 trucs qui pourront te servir pour le bac, et puis de toute façon, par principe, hein, c'est toujours pas mal d'avoir un petit peu d'indication. Je sais pas du tout si, justement, Gilgamesh, qui est le premier héros sur lequel nous allons nous pencher, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous parle, si vous connaissiez déjà... Gilgamesh avant que je lance ce live, si c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que vous l'avez travaillé en classe peut-être, parce que ça peut être au programme de 6e, c'est pas obligatoire mais ça peut l'être, donc je ne sais pas si vous avez déjà croisé effectivement ce fameux héros, si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas. N'hésitez pas, ouais. Ouais, tu connaissais Gilgamesh Nono-san ou pas? Moi j'aime beaucoup, alors attendez, déjà on va le mettre, hop, donc je vous montre notre ami Gilga, mon ami Gilga. Donc voilà, je vous ai mis une petite représentation, une des représentations les plus célèbres de Gilgamesh. Est-ce que vous l'aviez déjà croisé, Gilgamesh? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce héros-là, ou est-ce que c'est... Ils ont retrouvé ses tables, c'est ça. C'est exactement ça. Bienvenue à toi, en tout cas, la loi d'Alexandre, puisque je crois que c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne. Et bonsoir Derlankou, on n'arrête plus de te voir, c'est trop bien, ça fait plaisir de te voir. Et la loi d'Alexandre, je veux bien savoir... J'ai passé mon bac il y a 40 ans. Je voulais bien savoir comment tu es tombée sur ce live, est-ce que c'était complètement par hasard? Eh ben écoute, ça va très bien Derlankou. Ça va très bien, on reprend les cours et donc ça me fait bien plaisir de vous parler un petit peu de littérature. Ah ça y est, t'as récupéré ton Goldorak. Dac. Le fameux Goldorak dont on a parlé mercredi. Voilà, cette semaine, allez, on fait double live. J'en profite puisque, comme je vous disais, la semaine prochaine, je serai en visite de stage, donc ça sera compliqué, donc je ne sais pas exactement si je pourrais vous faire une matinale lecture, et si je la fais, ça sera probablement le dimanche, donc je ne sais pas trop si ce sera possible, je ne suis même pas sûre, parce que d'habitude le dimanche je cuisine, donc à voir. Et bonjour Yann. Ah, finalement tu peux passer, c'est trop chouette, je croyais que tu pouvais pas à cause du travail. Donc ça me fait très plaisir de vous avoir dans le coin, c'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Donc oui, je partais de Gilgamesh. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Gilgamesh? Est-ce que c'est un héros qui vous dit quelque chose ou pas du tout? Aucune idée, on ne sait pas, dis-nous tout, professeur Cloto. Pas du tout. Ok, bah c'est bien. C'est bien, je me sens utile, j'ai des choses à vous apprendre. Je suis en vacances avec ma fille cette semaine, mais elle vient de repartir. Oh, bah oui, je suis désolée, c'est toujours un peu difficile pour ça. C'est toujours un peu difficile, les séparations, je me doute. Je me doute. J'ai l'image d'un éléphant à l'évocation de ce nom. Oui. Dac.
Très bien, très bien. A priori, il y en a qui ont l'image d'un chat, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, c'est plutôt ça. Donc, Gilgamesh, en fait, c'est une vieille épopée. Hein. Gilgamesh, que l'on a, c'est une des plus... En fait, c'est un des plus anciens récits héroïques, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que pour moi... Ah, c'est possible ça, par contre. Ganesh, oui, un petit peu plus. Donc c'est un des plus vieux récits héroïques dont on a la trace. Et c'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Bonjour Adrivoire Claire, ça fait plaisir de te voir. Donc oui, c'est un des plus vieux récits que nous ayons. Et de fait, c'est pour moi, un des mythes fondateurs de la notion de héros tel qu'on l'entend dans notre... comment on pourrait dire, dans notre Occident, hein, au moins dans le côté occidental du monde. Alors, il faut savoir que, Occident, c'est un grand terme, hein, puisque Gilgamesh, c'est un héros mésopotamien. Donc, on n'est pas tout à fait sur l'Occident au sens premier du terme, hein, mais tout de même. Donc, c'est un héros de la Mésopotamie. En fait, si vous voulez, il est censé avoir été donc, le roi mythique d'Uruk. Et Uruk, c'est une cité qui existe aujourd'hui et qui est au sud de l'Irak. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée, que vous ayez en tête un petit peu la situation géographique de Gilgamesh. Et donc Gilgamesh, c'est un récit... Bonjour Touante, bienvenue à toi, comment tu vas? Non, Uruk ça s'écrit comme ça, hop, tac, voilà. Je crois qu'il y a un seul R, hein. Oui c'est ça, il y a un seul R. Donc Uruk, ça peut s'écrire OU aussi apparemment. Tiens, je viens de voir. Ok. Je vais vérifier parce que je veux pas vous dire de bêtises. Je vous avoue que mon sumérien est un petit peu... Oui, ce sont les premières écritures, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un des premiers récits de fait que nous ayons trouvé. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc oui, je vous disais, c'est vraiment une ville qui a existé, même si le héros dont nous allons parler, hein, donc Gilgamesh lui-même est évidemment un héros légendaire. Comme vous trouvez pas mal de héros légendaires, de toute façon tous les héros dont on va parler pour la première partie de ce live, que ce soit Gilgamesh ou les héros grecs, hein, bien sûr, font partie des légendes, hein, bien entendu. Hein. Ce sont des sortes de héros, etc. Donc oui, je vous disais, Gilgamesh, c'est effectivement un des plus vieux textes que nous ayons trouvé, qui était trouvé donc sur des tablettes, et ça a été, si vous voulez, un des best-sellers de la haute antiquité, en fait, donc vraiment énorme best-seller, donc aussi... Évidemment, aussi étonnant que ça puisse paraître de nos jours parce que c'est quand même un petit peu loin. Et grosso modo, en fait, vous avez plusieurs tablettes qui proposent plusieurs... oui, tout à fait. Un ensemble de civilisations, exactement. Vous avez plusieurs tablettes qui nous donnent plusieurs récits, puisque vous savez, ça fait partie des héros... qui était en tête de gondole à la Fnac de Rome. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'est à une époque, même, c'est haute antiquité. Hein, c'est même avant que Rome soit Rome tel qu'on le connaît. Et en fait, si vous voulez, moi, je vais vous donner le récit un petit peu compilé de tous les récits. Parce que, en fait, vous avez... comment vous dire ça? Oui, vous avez en fait plusieurs versions de la même légende. En fait, c'est assez courant hein, d'avoir ce genre de choses. Même là, vous voyez, par exemple, en ce moment, je suis en train de bosser pour l'agrégation les contes de Charles Perrault. En fait, vous voyez qu'il y a plusieurs origines mythiques de ces contes et que l'auteur en donne une version qui est la sienne. Vous avez souvent la version des frères Grimm qui est un petit peu différente. Vous avez souvent des versions aussi italiennes, etc., etc. Donc vraiment, on est sur quelque chose. On a plusieurs versions et moi je vais essayer de vous faire un condensé de toutes les versions. J'ai pas forcément en tête d'ailleurs ça fait partie de telle version ou ça de celle-là. Mais j'essaie de vous faire une compilation. Donc bien le bonjour Amaury, ça fait plaisir de te voir. Amaury qui était chez moi ce week-end.
ce week-end. Du coup, la version écrite de Gilgamesh vient probablement de version orale. Ça, c'est quasiment sûr d'ailleurs, puisque de toute façon, ça fait partie, comme je vous disais, des récits qui se partageaient à l'oral. Hein. C'est le cas, évidemment, le plus connu, plus récent pour le coup, c'est l'Iliade et l'Odyssée, hein, qui sont avant tout des récits oraux que l'on se racontait, que l'on se transmettait. Et ensuite, on en a fait une version écrite, donc c'est tout à fait possible, effectivement. C'est même quasiment sûr que c'était avant tout des récits oraux. Oui, tout à fait, tu dis bonjour à tous, tu es très poli, c'est adorable. Et donc voilà, finalement, en gros, on a compilé un petit peu plusieurs récits en sumérien, et on a un seul bloc, un seul récit qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Et c'est souvent l'épopée de Gilgamesh que vous avez étudiée si vous l'avez étudiée. Et donc ça, par contre, on est donc sur ce récit-là qui est divisé en 12 tablettes, si je ne me trompe pas, en cunéiforme. Et ça a été rédigé, en fait, 18e, 17e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc on est sur quand même du très 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 ancien, hein, voilà. C'est connu qu'à l'époque on a sumérien, voilà, c'est ça exactement. Badam tch. Donc vraiment, on a cette idée hein, que c'est une figure du troisième millénaire, mais on écrit cela, comme je vous disais, au 18e, 17e siècle avant Jésus-Christ. On a donc pas mal de remaniements pendant le deuxième millénaire, et c'est diffusé à partir du premier millénaire, et c'est un énorme succès, comme peut l'être effectivement l'Odyssée hein, dont je vous ai parlé. Donc voilà, et on a ces tablettes, on a retrouvé ces tablettes vraiment dans tout le Moyen-Orient, y compris, en fait, on en a trouvé même plus loin que ça, puisque on a aussi trouvé des tablettes plus vers l'Occident. Mais c'est vraiment assez incroyable, et donc on a trouvé en tout cas 12 tablettes qui présentent donc l'épopée de Gilgamesh avec... Oui, vous aussi vous faites les badants. C'est bien. Et donc ces 12 tablettes racontent son histoire. Alors je vais vous le résumer, je vais pas vous faire les 12 tablettes parce que c'est extrêmement long et compliqué, mais je ne saurais que trop vous conseiller vraiment de lire l'épopée de Gilgamesh, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est très très chouette. Ça fait partie des mythes fondateurs pour moi, vraiment de la même manière que l'Iliade, l'Odyssée ou l'Énéide. Vraiment, je vous le conseille. Coucou Doudou, et ben merci de passer en mode lurk, et bon courage pour la fin du travail. Donc grosso modo, que nous raconte Gilgamesh? Qui était ce fameux Gilgamesh? Donc je vous ai dit, c'était le roi d'Uruk, donc voilà, ça vous fait une belle jambe, hein. Vous allez me dire, bah c'est bien Eleonore, ok, c'est le roi d'Uruk, et sinon qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors donc, en gros, Gilgamesh c'est un roi, mais un roi tyrannique, donc vraiment un roi extrêmement négatif, et en fait il faut savoir qu'il a on va dire ça. Merci pour le sub, merci beaucoup pour le sub Nono-san, merci, c'est très gentil à toi, très très gentil à toi. Cette violence, bah oui. Donc en fait c'est un fils donc de déesse, d'une déesse qui s'appelle Ninsun, et qui est la déesse du gros bétail, et en fait il a un père humain, donc en fait il est mi-homme, mi-dieu, et donc forcément c'est un être supérieur au Pékin du coin, hein, au Pékin classique, et de fait, eh bien il va se comporter en tyran. Et les sujets d'Uruk vont évidemment se plaindre aux dieux en disant bah ouais, sous prétexte qu'il est extraordinaire et qu'il est plus pertinent que nous, plus fort, plus machin, tout ce que vous voulez, eh bien il se permet de nous traiter comme des moins que rien. Et les dieux décident de créer un rival à Gilgamesh. Et donc là, vous voyez déjà quelque chose, une sorte de principe classique. Il tire fort, c'est ça. Il décide de créer cette espèce de classique, l'opposant en fait, donc le héros et l'opposant, ça c'est un truc ultra cliché de notre
manière de concevoir l'héroïsme. Hein. Vous n'avez pas tort sans avoir son Loki, hein, bien sûr. Vous n'avez pas le héros sans son opposant, hein, ou sans ses opposants. Et ça, vous voyez que c'est déjà quelque chose que l'on avait dès Gilgamesh et que l'on va retrouver plus tard. Alors après, ça va pas tout à fait se tourner de cette manière-là, mais vous allez voir que là aussi, c'est un ressort classique de la tradition... comment dire, héroïque classique. Je vous explique. Donc en fait, les dieux créent un homme qui s'appelle Enkidu et qui est aussi puissant que Gilgamesh. Et donc il devient une sorte d'homme sauvage qui est proche de la nature, en fait, qui parle avec les animaux. C'est une princesse Disney, en gros. Mais une princesse Disney qui fout des gifles, quoi. En gros. Un jour, en fait, que les chasseurs s'approchaient de son territoire, en fait... Voilà, une princesse Disney qui forme un contre-pouvoir. Voilà, mais avec la capacité de mettre des gifles qui l'emmerdent. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc, en fait, un jour, un chasseur le trouve et se rend compte, oh mon Dieu, cet homme-là est capable de nous chasser. Donc, il chasse les chasseurs pour protéger les bêtes féroces, c'est anormal, etc., etc. Et donc, il décide d'aller voir Gilgamesh en disant, bah, il y a un mec ultra puissant qui pète la gueule des chasseurs, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive, etc. Et donc, Gilgamesh décide de séduire Enkidu de la manière la plus simple qu'il soit, puisque c'est un homme, il lui envoie une courtisane, bien sûr, puisque vous savez, vous messieurs, vous êtes incapables de résister à une femme, donc, de fait, alors par contre je vous préviens, c'est un petit peu cliché, hein, voilà, là c'est le premier, il y en a d'autres, voilà, je vous précise juste comme ça. Donc, il lui envoie une courtisane et dès qu'elle le voit, elle se déshabille, histoire de paraître un petit peu mieux. Lui, il est fou de désir, il commence à coucher avec elle, etc. Bon, vous voyez le principe de se déshabiller pour se rendre plus désirable et convaincre la personne, ça fait aussi penser, si vous avez en tête les récits de la guerre de Troie, de la question de la pomme, vous savez, et Aphrodite qui se déshabille pour paraître mieux, etc. Ma seule faiblesse, évidemment, bah oui, bien sûr, une femme, je veux dire, quoi d'autre ? Et oui, bien sûr, quel plot twist inattendu, tant. Donc bref, il est séduit plutôt par la courtisane, etc. Ils ne peuvent pas s'empêcher de passer une semaine ensemble à jouer au Uno, enfin aux cartes ou au Scrabble, enfin vous avez compris. En fait, il se rend compte que les animaux commencent à ne plus le comprendre, ou plutôt qu'il comprend plus les animaux. Et donc il se dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé de différent, mon Dieu, comment on va faire, etc. Et la courtisane lui parle de Gilgamesh en lui disant... Oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'en plus, le Uno, c'est pas très pertinent. Je devrais plutôt dire le Scrabble. Et donc, la courtisane parle à Enkidu de Gilgamesh et lui dit « C'est l'homme le plus puissant du monde ». Et donc, Enkidu fait « Bah non, c'est moi !» Parce que voilà, la virilité, ça passe par là, par être la personne la plus puissante du monde. Et donc, il décide d'aller défier Gilgamesh pour regarder qui est le plus fort, hein, dans un magnifique concours un concours de... Enfin, vous avez compris, hein, voilà, puisque, a priori, un concours de force, bien entendu. Et en même temps, Gilgamesh, à ce moment-là, a un rêve prémonitoire, et sa mère, donc Ninsun, hein, qui est une déesse, lui dit « Tu vas avoir un ami qui va t'arriver. » Ton autre seule faiblesse. Attends, c'est pas fini. Ensuite, donc, Enkidu va retrouver Gilgamesh. On se rend compte petit à petit que dans son avancée vers la ville d'Uruk, il devient de plus en plus humain et de moins en moins sauvage. Il va commencer à manger de la nourriture humaine et plus chasser comme il le faisait avant ou cueillir. Il va boire de l'alcool. Donc attention, Adrivorclair, c'est peut-être ta troisième faiblesse, l'alcool. Et il va commencer à protéger les bergers des bêtes au lieu de protéger les bêtes des chasseurs et des bergers. Donc, forcément, je ne bois pas d'alcool. Ok. Heureusement, l'honneur est sauf. Donc,
il devient de plus en plus un homme, mais il entend un récit qui lui glace le sang. Il apprend que Gilgamesh utilise un droit de cuissage, donc c'est-à-dire qu'il a l'autorisation de coucher avec n'importe quelle personne qui se marie, enfin n'importe quelle femme qui se marie sur ces terres. Donc lui, ça le gonfle évidemment, il trouve que c'est honteux. Et donc, il va en courant dans Uruk pour défier Gilgamesh. Et Gilgamesh, donc, arrive pour... oui, le Prima Nocta, exactement. Exactement. Le fameux droit de cuissage. Et donc, ils arrivent l'un en face de l'autre. Gilgamesh qui allait se taper justement une jeune épouse et Enkidu qui arrive. Non, vous ne passerez pas, flamme, doudoune, tout ça. Enfin non, pardon, ça, je me suis trompée d'endroit, mais c'est pas grave. Et donc, ils vont se battre pour essayer de prouver quel est le plus fort des deux. Et comme ils n'arrivent pas à en déduire qui est le plus fort entre les deux, à force de se donner des coups dans la gueule et de se rendre compte qu'ils sont d'égale puissance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, comme toujours dans ces cas-là, ils se tapent dessus, ça marche pas, ils se rendent compte qu'ils sont égaux, donc copains! Voilà. Donc ils deviennent amis, en fait. Puisque, en plus, comme Enkidu a été créé comme ça, spontanément, il n'avait pas de compagnon, pas d'amis, pas de famille, et donc il ressent une très forte amitié, parce que quand on se fout des mandales avec quelqu'un... Oui, c'est ça, c'est les hommes et les dieux, tout est parfait. Tout est parfait, franchement, je vous assure, tout est parfait. Et donc, je passe un peu de temps dessus parce qu'autant quand on va parler d'Ulysse ou d'Achille, je pense que ça sera un peu plus facile pour vous. Autant là, je pense que Gilgamesh, c'est un peu moins connu, donc je prends un petit peu plus de temps. Et donc, Enkidu, voilà, va se retrouver ami, donc maintenant, de Gilgamesh. Donc, au lieu d'avoir un problème, les gens d'Uruk en ont deux, hein, d'une certaine manière. Grosso modo, ils vont faire des quêtes ensemble, hein, donc par exemple aller tuer le monstre Umbaba, par exemple. Vous avez... J'adore ce résumé, c'est tellement ça. Coucou, je suis en lurk, je fais mes pompes. Eh ben, merci en tout cas d'être en lurk et de faire tes pompes, Sabine. Merci. Donc oui, je disais, donc vous avez le récit, hein, vous avez pas mal de péripéties, je vous passe ça. Ils arrivent justement dans la, comment dire, dans l'antre d'Umbaba. Donc... alors, je fais ma vaisselle, donc je dicte à mon téléphone et il rajoute des heures. Oh, il n'y a pas de souci, Adrivore Claire, aucun problème. Bref, ils vont se battre contre le fameux Umbaba. Ils réussissent, puisque on avait dit partout qu'un homme ne pourrait vaincre Umbaba, mais ils ne sont pas un homme, ils sont deux hommes, hein, voilà. Ensuite, vous avez une histoire d'amour entre la déesse Ishtar et Gilgamesh, alors sachant que Gilgamesh rejette Ishtar d'ailleurs. Bon, bref, vous avez la baston, puisque comme il l'a refusé, il y a le père d'Ishtar, qui est un dieu aussi, qui se fâche. Il lance un taureau sacré faire des massacres, un taureau céleste. Bon... Enkidu et Gilgamesh vont lui péter la gueule, ça rassemble un petit peu, vous savez, cette histoire de taureau, ça ressemble un petit peu aux 12 travaux aussi d'Hercule, hein, on est toujours sur la même idée, vous voyez, ça lance des branches sur des choses que l'on aura plus tard. Hein. Ishtar, c'est la gardienne des morts, tout à fait, exactement. Et donc, en fait, vous avez cette idée, encore une fois, comme je dis, de taureaux qui massacrent un petit peu comme on a, comme je le disais, dans les 12 travaux hein, d'Hercule. Hein, c'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'ils ont tué un taureau sacré, bon, même s'ils massacraient tout le monde, et donc Anu, le père d'Ishtar, demande la mort des deux héros. Puis finalement, en fait, les dieux sont pas tous d'accord. Bon, bref, c'est une baston générale et en fait Enkidu va tomber malade et il va se voir un songe du moment où il sera mort
Et en fait, sa maladie va le blesser si fort, va le conduire aux portes de la mort, et il va mourir non pas dignement, mais de maladie. Et donc c'est quelque chose de honteux, évidemment, puisque à cette époque-là, un héros, sa mort en combat et pas dans son lit. Oui, tout à fait. Alors ça, tu connais sans doute mieux que moi, Sabine. Je me permets... je ne veux pas marcher sur tes plates-bandes. Mais voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça? Gilgamesh est au désespoir, il a peur de la mort parce qu'il veut pas mourir comme son ami, bref, voilà, ça c'est cette idée-là, hein. Et puis vous avez... Ah oui, pardon, Sabine, excuse-moi. Bref, vous avez tout un voyage justement en terre des morts qui ressemble un petit peu d'une certaine manière à un peu au mythe d'Orphée qui va chercher sa bien-aimée, si vous voulez. On a un petit peu ça. Bon, voilà, grosso modo. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de choses. Lui, il va au sein du royaume des morts pour récupérer l'âme d'Enkidu. Hein. Donc on a aussi cette idée-là qui ressemble vraiment beaucoup au mythe d'Orphée qui va chercher son Eurydice. Tudum. Comment ça, Tudum? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pardon. Est-ce que c'est parce que vous entendez mon Discord? C'est ça? Il faut que je coupe mon Discord parce que Yodim est en train de me parler. C'est ça? Et que vous entendez? Pardon, je coupe mon Discord. Vous entendez mon Discord, en fait. C'est ça? J'avais coupé toutes les notifications, mais j'avais oublié qu'on pouvait m'envoyer des messages. Pardon. Autant pour moi. Attendez, normalement, tout est coupé. Je crois, oui, ça m'a perturbé. Ah oui. Pardon, désolé. Et bonjour, Philippe. Comment vas-tu? Donc voilà, pardon, normalement tout est coupé, vous n'entendrez plus le Tudum. Et désolé à Yodim. Vous pouvez le... Mais elle est où cette notif? Désolé. En plus il m'a envoyé 5 messages, donc forcément vous avez tout. Donc voilà pour l'histoire de Gilgamesh. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont posées, soit par rapport aux héros qui seront les héros grecs, soit même à nos figures de héros. Vous savez, l'idée, le héros et l'opposant qui deviennent finalement amis parce qu'ils sont de force égale. Enfin vous voyez, ça c'est des ressorts assez classiques, hein, de la manière dont on pose les héros aujourd'hui. Donc j'ai pris un peu de temps sur Gilgamesh parce que vous le connaissez en général moins que les autres. Mais vous inquiétez pas, on va passer à d'autres héros parce que vous avez sûrement envie d'entendre parler de d'autres héros. Ah oui, les flammes Tudum, tout à fait. Vous savez que le Seigneur des Anneaux a aussi des fondations probablement chez ces héros-là, hein, mais bon, voilà. Vous avez en illustration le combat d'Achille et Hector. Vous connaissez sans doute le combat d'Achille et Hector, et vous avez derrière en fond la guerre évidemment de Troie, hein, le siège de Troie avec la mort de Patrocle. Vous avez deux héros classiques de la mythologie grecque, deux héros tutélaires en fait d'une certaine manière de la mythologie grecque, qui sont d'un côté Achille et de l'autre Ulysse. Donc on va commencer par Achille. Achille, c'est le héros guerrier parfait, hein, vous le connaissez. C'est un guerrier puissant, c'est lui qui abat le plus courageux des Troyens, donc Hector, même aux dépens de sa propre vie, puisque il savait par son oracle que s'il allait à Troie, il mourrait peu après Hector. En tuant Hector, il précipite sa propre mort, mais il fait ça par amour pour son cousin / amant Patrocle. Vous connaissez sans doute cette histoire, hein, où je vous fais un petit récap rapide. On est au moment de la guerre de Troie. Achille venait de recevoir une esclave. Si vous parlez anglais, je vous conseille de chercher les mèmes sur Achille et les différentes manières que sa mère aurait pu utiliser pour le plonger dans le Styx. Oui, tout à fait. Ah oui, on peut commencer par ça, effectivement. Elle l'a plongé dans le Styx en le tenant par le talon. Tu veux que ton nom traverse les siècles. Donc elle l'a plongé donc, en le tenant par le talon, ce qui fait qu'il est invulnérable à l'exception de ce talon, justement. Et donc Achille
avait été donc caché, puis on l'a forcé à venir à Troie en fait, parce que la guerre de Troie ne pouvait pas être gagnée sans lui. Bref. Grosso modo, on vient de lui donner une esclave, Briséis, et c'est ça exactement. Plus jamais aucune faiblesse. Donc on vient de lui donner une esclave et son roi la lui reprend parce qu'il a dû rendre sa propre esclave à lui, Chryséis, à son père. Et donc on lui vole son esclave, il est fâché, il décide que finalement il ne viendra pas... alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai débranché mes écouteurs. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi on n'entend plus la musique? Ok, c'était pour ça, pardon. Je sais pas ce qu'il avait eu là. Il était perturbé. Bon. Donc oui, on lui a volé son esclave, donc il boude, il veut pas aller au combat. Les Troyens, voyant qu'il n'est pas là, en profitent et en mettent plein la gueule des Grecs, forcément. Le souci, c'est que, comme tout le monde voit ça, et ben, c'est un peu la misère dans le camp des Grecs. Patrocle, qui est donc, encore une fois, le cousin / amant d'Achille, lui demande s'il peut pas porter son armure de manière à faire croire aux Troyens que Achille est sur le champ de bataille. Il le fait. Le problème, c'est que ce n'est pas Achille et donc il se fait tuer par Hector. Et lorsque Achille apprend ça, il est fou de rage et il va péter la gueule d'Hector. Et non seulement il lui pète la gueule, parce que ça c'est une première étape, mais il fait quelque chose que l'on ne doit pas faire, absolument pas faire dans les règles grecques. Dans les règles grecques, vous avez deux choses que vous n'avez absolument pas le droit de faire. La première, c'est de violer l'hospitalité de quelqu'un. Quelqu'un vous offre son toit et sa nourriture, vous le respectez. Ce pourquoi Paris n'est pas un héros, et au contraire, honni des Grecs, puisque Paris a violé l'hospitalité de Ménélas à Sparte en se barrant avec son épouse. Et deuxième chose que l'on ne fait pas quand on est un héros grec ou quand on est un grec en général, on ne profane pas le cadavre d'un ennemi tombé au combat. Un ennemi tombé au combat est sacré. C'est pour ça qu'on ne fait absolument pas ce qu'il a fait, c'est-à-dire promener le cadavre d'Hector, les pieds attachés à son char, et promener autour des murailles de la ville de Troie pour montrer à tout le monde, vous avez vu, j'ai tué Hector, avec son casque, vous voyez cette représentation. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la tradition grecque. D'ailleurs, c'est une des raisons de la guerre médique. Vous avez sûrement entendu parler, si vous avez un petit peu croisé le chemin de 300, si vous voyez un petit peu qui est Léonidas, vous connaissez cette histoire, Léonidas, les Perses, le défilé, les 300 Spartiates qui se font rétamer la gueule. Bon, ça c'est un truc assez classique, au Thermopyles, on sait. Vous savez, donc la fameuse bataille des Thermopyles qui a vraiment existé. Oui, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup. Les étalons d'Achille, ouais. Oui, c'est très différent, Maury. Et donc, oui, Léonidas, vous connaissez cette fameuse histoire. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles les Grecs ont décidé de tous foutre sur la gueule sur les Perses, c'est que les Perses ont décapité Léonidas après l'avoir tué, et ça ne se fait pas. Je vous rappelle, le cadavre d'un ennemi tombé au combat est sacré, donc on n'y touche pas. Et donc, c'est une des raisons, oui, les fameux Thermopyles. Bonjour, Germain. Tout à fait, c'est du bon chocolat aussi. Mais c'est marrant d'ailleurs qu'ils aient choisi comme symbole la tête de Léonidas. Enfin, je trouve que c'est un petit côté... bon, voilà. Donc tout ça pour dire que il ne faut pas toucher au cadavre de ses ennemis, et donc c'est une des raisons pour lesquelles Achille va avoir des problèmes. Achille, vous savez, va être tué par Paris, puisque Paris va avoir Athéna, qui est sa déesse tutélaire, qui va lui dire « Prends un arc et tire-lui dans le talon ». Et c'est comme ça que Achille va mourir. Sachant que vous voyez, Paris, comme je vous ai dit, il a violé l'hospitalité de Ménélas, donc déjà c'est pas bien, mais en plus il utilise un arc, et l'arc pour les Grecs c'est l'arme des lâches, puisque c'est une arme à distance. C'est une arme où on touche son ennemi sans qu'il puisse nous toucher. Donc c'est une arme de lâche. Vous voyez, on a vraiment le stéréotype là aussi de le héros bourrin qui va au combat et son adversaire, puisque Paris peut être considéré comme son adversaire, contrairement à Hector, qui lui est vu comme un personnage positif. Hector, même s'il est troyen, ça fait partie des héros de la guerre de Troie. Ils sont casse-pieds avec leur lâcheté, oui c'est ça.
Vrai homme tape de près, voilà, c'est ça. Vrai homme tape de près. Et s'il tape de près et que force égale, ils deviennent potes. Après, on fait une bière et on couche avec une nana et après, on est potes. Voilà, voilà. Ce moment de sexisme vous était offert par la chaîne Professeur Cloto. Non, mais c'est terrible, hein, je trouve. Le problème du sexisme, hein, c'est que c'est aussi dévalorisant pour les hommes que pour les femmes. Hein, c'est assez incroyable. Mais voilà. Donc voilà pour le héros. Ça, c'est le héros guerrier grec. Voilà, 4000 ans d'histoire résumée. Voilà, exactement. Le mythe de la virilité. Je vous conseille d'ailleurs Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger sur la question de la virilité. Grosso modo, hein, ça c'est le héros, on va dire le héros guerrier, le héros valeureux. Hein, là c'est l'ancêtre d'Hercule, hein, Héraclès. La version grecque. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, moi il y a un truc qui m'a trigger depuis que j'ai vu ça, je ne peux plus faire autrement. Si vous êtes familier du dessin animé Hercule, vous avez sans doute remarqué que tous les noms des dieux et tout ça sont en grec. Vous avez Zeus, Héra, vous avez Hadès, etc. Mais par contre, le nom du héros est en latin. Et moi, ça me trigger à fond. Pourquoi c'est pas Héraclès? Ou alors pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris tous les noms latins? C'est pas grave, on peut prendre tous les noms latins, ça me gêne pas. Ah, voilà. Mais ça me rassure, Amaury, je ne suis pas la seule à être trigger par des trucs comme ça. Mais voilà. Donc, à côté de ce héros... Oui, ils ont pris les noms les plus connus, sûrement, mais bon... ça fait bizarre parce qu'il n'y a que lui qui a son nom... Ma théorie qu'Hercule en anglais se prononce comme tous les noms en grec. Ouais, c'est possible. C'est possible, Adri Claire, je crois en cette théorie. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, vous avez un truc qui est assez intéressant. Le moment où il est dans l'antre de Philoctète, vous avez tous les héros qui sont nommés. Donc vous avez Achille, évidemment, mais vous avez Odyssée, Persée et Thésée. Il fait Odyssée, Persée, Thésée. Et qui est Odyssée? En fait, c'est Odysseus. Odysseus, en grec, eh ben, c'est Ulysse. Il y a en français, enfin il n'y a pas qu'en français, hein, je crois qu'en espagnol c'est pareil, c'est un nom qui se rapproche d'Ulysse, mais en fait on a traduit Odysseus par Ulysse en français. C'est pour ça que ça fait bizarre parce qu'on parle de l'Odyssée alors qu'en fait l'Odyssée c'est simplement le récit d'Ulysse, comme l'Iliade est le récit d'Ilion, donc la ville de Troie, ou comme l'Énéide est le récit d'Énée. Bah, Odysseus, l'Odyssée c'est le récit d'Odysseus, c'est-à-dire Ulysse. Ah, Ulysse, c'est le chat de ta sœur, d'accord. Alors, on parle pas tout à fait du même Ulysse. Comme moi, bon voilà, mon chat c'est Freya, mais quand je parle de la déesse nordique, je parle pas de mon bébé chat. Voilà. Mais bon, tout de suite. Donc, vous avez le fameux Ulysse. Ulysse, qui est donc le personnage... Il paraît que Persée était police. Tout à fait. Bonjour, Wolland. Bonsoir. Bonsoir à toi. Comment vas-tu, très cher Wolland? Donc, Ulysse, vous connaissez évidemment le grand, le beau, le fort Ulysse. Freya le chat est plus mignonne que la déesse. Oui, je pense qu'elle est certainement plus sympa. Après, elle fait sûrement plus de boules de poils aussi. Hein. Je suis comme Véronique, Sanson, le temps de faire le trajet de train, d'accord. Oh, mais merci beaucoup, Adri Claire, d'avoir offert un abonnement à Germain Elvis. C'est très gentil. Merci, merci, merci. C'est trop mignon, vous êtes adorable ce soir, c'est très gentil. Donc vous connaissez hein, Ulysse, hein, c'est celui qui a permis, qui a l'origine de tout ce qui est de la... Je soutiens les jeux de mots de qualité, c'est beau. Donc qui a l'origine en fait de tout ce qui est guerre de Troie, parce que déjà c'est lui qui a donné l'idée de comment protéger Hélène d'un rapt, ce qui va être le cas, hein, puisque c'est lui qui propose que tout le monde fasse un pacte avant qu'elle choisisse son mari. C'est lui qui va faire la fameuse ruse du cheval de Troie qui va permettre aux Grecs de gagner la guerre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Énée va partir avec Anchise et va fonder la ville d'Albe-la-Blanche après tout un périple où il passera chez Didon par exemple. Donc Albe-la-Blanche dont seront originaires Rhea Silvia, donc
dont sera originaire Rhea Silvia, qui est la maman avec le dieu Mars, qui est le père de Romulus et Rémus, les deux jumeaux fondateurs de la ville de Rome. Vous avez ça en tête probablement. Ulysse, c'est le héros qui combat tous les dangers, c'est le héros qui s'en sort par la ruse, c'est le héros rusé, hein, vous savez, qui contre le cyclope va dire qu'il s'appelle personne, de manière à ce que quand lui demandera du secours, eh bien il se retrouve embêté parce qu'il va dire personne m'a fait du mal, personne m'a fait du mal, et donc les autres vont lui dire en fait si personne t'a fait du mal, pourquoi tu te plains? Qu'est-ce qui est nouveau dans cette présentation? Le fond, oui, ça fait partie des fonds que j'ai eu comme celui de ma matinale lecture par la charmante et néanmoins adorable Evel. Vous pouvez toujours trouver, c'est elle qui a fait aussi toutes les animations, tous les petits widgets que vous avez vus depuis le début pour les follow et les abonnements. C'est effectivement Evel que je vous conseille de suivre si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, Ulysse, là je vous ai présenté une des... Mais pas de souci. Oui, c'est ça, la peur. En fait, la ruse, non, c'est pas vraiment de la peur, parce que comme... là, pour le coup, il agit quand même, c'est juste qu'il se débrouille pour ne pas avoir les conséquences. Bon. Il y avait une ref que je n'ai pas, désolée. Ceux qui voyagent en courant. Donc là, c'est un épisode que vous connaissez sans doute, hein, c'est Ulysse et les sirènes. Vous savez que aucun mortel n'avait réussi à entendre le chant des sirènes, que Ulysse veut le faire. Donc il bouche les oreilles de ses marins et il se fait attacher au mât. Et il demande à ce que, même s'il... Ulysse, c'est New Père Noël, c'est ça. Même s'il demande à être détaché, qu'au contraire, il le rattache plus intensément, etc. Et donc, les... Ah oui, mais écoute, quand on en a besoin, Hollande... Mais non, j'aime bien. Et donc, il va entendre le chant des sirènes, va demander, évidemment, à être détaché, ne va pas être détaché, et donc il va être le premier être humain à avoir supporté le chant des sirènes, et elles vont d'ailleurs se suicider à la suite de son passage, puisque il aura réussi à les vaincre. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le stéréotype du héros finalement intelligent, en fait, hein. C'est vraiment le héros... Ah, ça y est. C'est le héros rusé, en fait, hein, le héros malin qui va représenter plutôt, vous voyez, le personnage... Si on a un personnage bourrin, ça va être plutôt Achille, comme mythe fondateur, alors que si vous avez un personnage un petit peu intelligent, un peu roublard, un peu malin, ça va être plutôt une idée de Ulysse, quoi. Le chant des sirènes, tout à fait. Eh ben oui, mais ça vient de là, bien entendu. Orelsan n'est pas dénué de culture, hein, loin de là. Donc voilà, donc vous avez un peu ces mythes-là qui sont dans la Grèce antique. J'aurais pu aussi vous parler, encore une fois, d'Héraclès et de ses 12 travaux. On a vu que Gilgamesh, il y avait vraiment des liens entre les deux. On voit bien que l'idée de rite initiatique du héros qui doit passer par un certain nombre de moments difficiles afin de réussir justement son accomplissement en tant qu'homme, ça c'est un truc ultra classique, hein. Vous voyez que ça fait partie des choses que l'on retrouve en tant que schéma classique de nos héros actuels, hein. Et d'ailleurs, vous le trouvez dans les héros contemporains, hein, cette idée de quête, ou alors de punition aussi divine, ou de punition qui les rattrape. Je pense que ça, c'est surtout, par exemple, par exemple la Black Widow, hein, qui a commis des crimes et donc qui doit d'une certaine manière avoir ce côté expiatoire pour retrouver une certaine forme de paix. Ça c'est ce qui s'est passé avec Héraclès, hein. Héraclès qui a tué sa première femme et ses enfants et donc a été condamné à cette comme je disais, à ce crime, à ces épreuves pour être puni de ses crimes. Donc c'est une façon expiatoire de gérer les choses. Donc voilà
Voilà pour la partie grecque, hein, bien entendu. Je voulais aussi qu'on s'arrête un tout petit peu. Il faut que j'accélère parce que je parle beaucoup trop vite. Je vous avais dit, enfin, je parle pas assez vite. Je vous avais dit 1 heure et puis en fait, je traîne. Je voulais m'arrêter un petit peu sur la question du chevalier. Alors, le mythe du chevalier, je vous ai donné aussi plusieurs. Là, vous voyez, l'illustration, je la trouvais pas mal puisque vous avez un peu une évolution de l'armure du chevalier. Puisque, en fait, quand on dit armure du chevalier, ben, ça veut pas dire grand-chose, hein, le chevalier du Moyen-Âge, puisque vous doutez bien que là, par exemple, vous avez du XIe siècle jusqu'au XVe siècle. Bon, bah, ça a quand même un petit peu évolué, hein, bien entendu. Et donc, je voulais vous montrer un peu une évolution de l'armure, mais c'est pas tellement ça que je voulais vous montrer, c'était plutôt l'image du chevalier, le stéréotype du chevalier qui a nourri, hein, bien entendu, toute la pop culture. Hein. Franchement, le chevalier, c'est aussi un passage obligatoire, autant que vous avez les héros grecs et puis même Gilgamesh qui sont vraiment les mythes fondateurs des héros actuels, mais vous avez très clairement le chevalier qui a donné sa part, hein, je veux dire, il n'y a qu'à voir dans la pop culture à quel point la question du chevalier est importante, et notamment aux États-Unis. Alors pas que, hein, bien sûr, vous allez me dire Kaamelott, hein, par exemple, c'est pas, voilà, hein, c'est franco-français, Cocorico, Alexandre Astier, merci, tout ça. Alexandre Astier est un de mes dieux, hein, mais bon, en même temps, voilà, pas étonnant. Et donc, le chevalier, c'est vraiment une des thématiques qui est importante, déjà dans sa conception à l'amour. Hein, puisque vous savez que le chevalier, c'est une histoire d'amour, l'amour courtois, la fine à mort, hein, selon si vous êtes en Languedoc ou en Languedoil. Cette idée de princesse de princesse ou de dame, hein, à sauver et qui va permettre au chevalier de devenir meilleur avec cet amour, encore une fois, courtois, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur de l'amour qui se consomme, hein, on est sur de l'amour purement platonique, et là, ça fait penser aussi, d'une certaine manière, à pas mal de nos héros, hein. Vous prenez Link et Zelda ou vous prenez Mario et Peach, hein, on est sur cette idée-là. Hein, on sauve la damsel in distress, et évidemment, non seulement vous allez avoir pas mal de jeux ou d'éléments qui reprennent ce côté-là, mais vous allez avoir aussi le côté contre-pied, hein, puisque aujourd'hui, au XXIe siècle... Ah oui, mais c'est mon travail, ça, monsieur Adrivoire-Claire, de faire ce genre de choses. J'essaye. Mais vous voyez, en fait, ce côté-là peut être pris aussi à contre-pied, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, quand même, la princesse qui a besoin de quelqu'un pour être sauvée, merci, mais non merci. Bon, même si, je vais être honnête, hein, la princesse qui a besoin d'être sauvée, c'est quelque chose qui a été combattu depuis longtemps. Hein. C'est pas, même si ça perdure les clichés comme Mario et Peach, ou même Link et Zelda, vous voyez que Zelda, par exemple, ben, elle va aussi être suffisamment badass de son côté pour s'en sortir, notamment quand elle est déguisée en homme et qu'elle est Sheik. Mais vous trouvez cette idée-là dans certains contes, hein, c'est pas... Excusez-moi. C'est pas le 21e siècle qui a créé l'héroïne badass façon Wonder Woman, hein, ou le 20e d'ailleurs, puisque Wonder Woman c'est 20e siècle. Elle fait de l'archéologie, de l'ingénierie dans le dernier, c'est chouette. Oui, non mais par exemple, et puis sans parler de ça, hein, vous avez, je vous conseillais il y a quelque temps, je crois, les contes de Madame d'Aulnoy. Et ben dans les contes de Madame d'Aulnoy, voilà, les contes de fées, hop, vous avez des princesses qui bottent des culs, hein, déjà. Donc ça, c'est un texte du XVIIe siècle, donc faut pas croire que on a attendu le XXe ou XXIe siècle pour avoir des princesses, justement, qui sont capables de se démerder toutes seules, sans l'aide d'aucun mec, hein, mais vous voyez que ces clichés, quand même, perdurent. Hein, vous regardez les premiers Mario, etc., on a toujours, puis même, hein, c'est assez cliché, hein, dans l'histoire du jeu vidéo, je pense que vous n'aurez nul problème à trouver des fameuses histoires de princesse ou grognasse quelconque qui a besoin d'être sauvée, voilà. C'est assez classique. Excusez-moi, je suis en train de mourir, je bois un peu de thé. Le marqueur de ce genre de personnage dans Dracula pour rester en littérature. Oui, et d'ailleurs c'est assez intéressant, je trouve, tu parles de Dracula, je rebondis sur la série Netflix qui représente Van Helsing, oui, faut boire du thé, c'est une très bonne chose, qui représente Van Helsing sous les traits d'une nonne qui est très bien. Hein. Mais voilà, Lara Croft se débrouille très bien toute seule, mais je vous disais, Lara Croft, Wonder Woman, vous avez maintenant des femmes fortes, hein, même
Peggy Carter, enfin vous avez maintenant des femmes fortes. On parlait... point d'exclamation mort, Sabine. Et vous avez de toute façon des héroïnes, je vous parlais de Black Widow par exemple, qui ont besoin d'aucun mec pour botter des culs. Mais cela dit, il y a encore toujours ce cliché qui perdure, et ça vient du Moyen-Âge et de la vision de la femme comme un amour, une sorte d'inaccessible qui permet à l'homme de s'améliorer, puisque c'est ça qui est important. Alors attendez une petite seconde. Pardon Sabine, pardon, c'était petit de ma part, je suis désolée, pardon. Mais on va dire qu'il aime bien châtie bien et je t'aime vraiment beaucoup. Ça passe. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Wonder Woman a l'excuse d'être une demi-déesse. C'est vrai. Oui, mais Black Widow, par exemple, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'on lui a enlevé son appareil génital féminin, ou du moins sa capacité à se reproduire, ce qui explique peut-être qu'elle botte des culs, bien sûr, parce que ça va pas être une femme normale qui va faire ça. Voilà. Mais bref, vous voyez l'idée quand même, on a un certain nombre de clichés, d'une certaine manière, qui sont... Gérard va... ça va, ça suffit. Et notamment, donc, dans les clichés... Oui, c'est pas une vraie femme qui va faire ça, parce qu'une vraie femme, c'est hystérique et ça s'occupe des gosses. À la place de la femme, c'est dans la cuisine, je rappelle. Mais vous voyez qu'on a quand même ces clichés qui perdurent, et notamment, je sais pas pour rien que j'ai choisi cette illustration pour vous parler des guerriers médiévaux, puisque l'armure... c'est quelque chose, par exemple, qui demeure chez les super-héros. Vous avez un certain nombre de super-héros qui ont des armures. Évidemment, on ne saurait que trop parler de Thor, mais vous avez aussi cet effet d'armure, par exemple, chez Batman, qui d'ailleurs est surnommé, comme de par hasard, le Chevalier Noir. Oh là là. En l'occurrence, le Chevalier Noir, c'est un personnage historique qui existe vraiment. Alors attendez, on le voit d'ailleurs par exemple, c'était dans un poème de Nerval, le Chevalier Noir à la tour abolie. Donc c'est pas que Batman... alors attendez, c'est Lusignan, je crois, qui était le Chevalier Noir. Attendez, Lusignan, je crois que c'est Lusignan. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, le Prince Noir, c'est ça. Alors, attendez. J'arrive, je ne veux pas vous dire de bêtises. Oh. Ah oui, non, c'était Édouard de Woodstock, c'est ça. Édouard de Woodstock, le fils aîné d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut. Donc le prince de Galles. C'est un de la dynastie des Woodstock. Tout à fait. Donc le prince noir, le chevalier noir existait déjà avant... existait avant notre ami Batman. C'est tout à fait possible, oui, je veux bien te croire. Oui, le chevalier du nid aussi, ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne très bien. Excusez-moi. Donc voilà pour le fameux chevalier noir, le fameux Batman, bien sûr. Hop. Et donc je voulais vous montrer justement le fameux Batman versus Superman. J'aime beaucoup cette image parce que je trouve qu'on voit tout ce qui est cliché dans les héros de l'époque. Vous avez Batman, le chevalier noir, et vous avez Superman, le chevalier blanc. D'ailleurs, vous voyez, l'affiche est divisée en deux, le côté sombre et le côté clair, parce que Superman c'est le héros, celui qui ne tue pas, alors que Batman il n'hésite pas, même s'il tue pas, il fait parfois tomber d'un immeuble de plusieurs étages, ce qui signifie à mon avis que la personne qui se récupère en bas n'est pas en très très bon état. Bon, bref, vous voyez l'idée. Donc, oui, tout à fait, sauf Zod. Donc, vous avez vraiment cette idée, regardez même dans l'esthétique de Batman, avec l'armure qui le protège, aussi parce que c'est un simple homme, contrairement à Superman. Exactement. Et évidemment, le chevalier qui surgit hors de la nuit...
Zorro, c'est pareil. Vous voyez, mine de rien, on ne choisit pas n'importe quel symbole. On choisit le symbole du chevalier. D'autant plus, encore une fois, que ça, c'est très américain pour la simple et bonne raison. Puisque, oui, simple et faible mortel, mais pété de thunes, ce qui remplace un petit peu. En fait, si vous voulez, le folklore américain, soit se nourrit un petit peu des locaux, mais bon, vu qu'ils les ont un peu tous massacrés, ça pue un peu. Et donc, va beaucoup se nourrir de l'imaginaire occidental. Et donc, c'est pas pour rien si on trouve des éléments de l'imaginaire occidental dans les comics américains. Les comics américains, c'est vraiment le stéréotype de tous les héros, que ce soit grecs, que ce soit médiévaux, donc plus ou moins européens, etc., etc. Donc ça, vous avez vraiment cette idée-là qui est reprise. Et je trouve que... je voulais m'arrêter parce que je vois que Get Bunzen a lancé son live et donc on va pouvoir aller le raid sans problème. Donc c'est très bien, j'aurais réussi à tenir en à peu près 1 heure. Il faut quelque chose comme 50 milliards de dollars. Oui, voilà, c'est ça. 50 milliards de dollars, enfin, moi je veux dire, je suis prof, je gagne ça tous les, 2 jours 3 jours max. Voilà. Je voulais m'arrêter sur la vision des Avengers parce que je trouve qu'il y a tout ce que vous voulez. Captain America avec son bouclier qui est issu très clairement de la tradition médiévale, avec en plus ce côté sauveur, héros, etc. Je suis pas échelon 3, non, c'est ça. Ce côté héros, sauveur, parfait, etc., etc. Qui vient clairement du... Oui, par jour, ça me paraît être le minimum. Bruce Wayne et Batman sont colocs. Non, je veux juste te dire qu'on les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Je veux pas dire d'autre chose. Donc vraiment, vous voyez, Captain America, c'est exactement ça. Vous avez Iron Man qui, certes, par son aspect, n'est pas du tout proche du chevalier, mais par contre a une armure, parce que l'armure fait le chevalier. Vous avez Hulk qui représente la force brute. Vous avez Auhai, alors j'arrive toujours pas à le prononcer, le mec à l'arc, voilà, parce que je prononce toujours mal, qui lui a des capacités extraordinaires en tant que tireur. Donc si c'est un excellent tireur, vous voyez là, on n'est plus dans la tradition grecque qui disait que c'était l'arme du lâche, voilà, Hawkeye si vous voulez, mais plutôt dans la tradition médiévale. Donc qui est là, mettez en valeur le fait d'avoir l'arc. Vous avez Thor. Alors Thor, c'est carrément un dieu de la mythologie germanique, qui est aussi une des bases de nos traditions, en tout cas de nos héros. Et donc là, c'est carrément, ils ont pris Thor. Ils sont... Exactement. Bonsoir Solid Seb, t'arrives à la fin, quel dommage. Et vous avez, pour changer, parce que quand même il n'y avait aucune femme dans tout ça, donc bon, la badass Black Widow. Mais vous voyez qu'on a vraiment ces stéréotypes qui viennent de Gilgamesh, qui viennent des héros grecs, qui viennent des héros médiévaux, en fait. Et c'est ça qui est fascinant, c'est se dire que la base de ces héros, de Batman, de Superman, des Avengers, c'est ça. Des héros qui sont des demi-dieux, ben oui, des demi-dieux, on en a aussi dans... Gilgamesh, c'était un demi-dieu. Vous avez les différents... Romulus et Rémus qui sont des demi-dieux, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très cliché. Il n'y a pas de souci, on sait faire ça dans l'Antiquité. Vous avez la question de l'armure qui vient du Moyen-Âge. Vous avez la question du héros qui est fou amoureux et l'amour de la femme qui lui permet d'être une meilleure personne avec Captain America par exemple, etc., etc. Vous voyez que finalement tous ces clichés du héros, puis le héros et son opposant, donc Thor et Loki, etc., tous ces éléments-là sont finalement issus du folklore, de notre manière en fait de voir les choses, version antiquité en fait, on a rien inventé d'une certaine manière depuis l'antiquité, on a repris des grandes thématiques pour faire ça, mais pas que Marvel en fait, Marvel d'ici, mais même notre manière de décrire les héros. Aujourd'hui quand on écrit un héros, soit on fait un héros soit un anti-héros, mais finalement on ne fait que soit combattre les clichés, soit faire perdurer les clichés, et c'est ça qui est assez fou et en même temps assez intéressant. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. On a finalement mis en place des sortes d'habitudes dans la manière de percevoir les héros de manière occidentale que l'on va créer, recréer, recréer et dont on va se servir pour
pour créer nos nouveaux héros, en fait. Et c'est ça qui est super chouette, en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est une réinvention, d'une certaine manière, de mythes qui sont déjà existants. Les héros qui se tapent dessus et finalement qui finissent comme ils étaient antagonistes par à force de se taper dessus, s'estimer, c'est quelque chose d'hyper cliché aussi dans la littérature. C'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que cette petite épopée, pour le coup, je me permets de faire un jeu de mots, voilà. J'espère que cette petite épopée vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes dans mon rapide passage. Alors c'était un cours rapide, hein, je suis d'accord, mais voilà, j'avais envie de me remettre dans le bain. J'espère que vous avez trouvé des trucs sympas quand même, que vous avez appris 2-3 choses, si je me suis permise. Sabine, puisque tu es, je crois, encore là, je disais que j'ai apprécié l'épopée. Je disais qu'en fait, je vais à Orsay demain et que peut-être ça me tenterait bien de faire un truc avec toi. Donc voilà. Donc tu me dis, Sabine, si ça te tente, si tu veux qu'on se fasse un truc sur les impressionnistes, je vais prendre plein de photos comme une grosse touriste. Et puis si ça te tente, tu me dis, on se fait un truc toutes les deux. Bon ben voilà, je crois que c'est oui. Parce que j'ai annoncé en début de live, j'aimerais trop faire avec ça. On a une scène dans les bois dans Avengers entre Thor, Iron Man et Captain America. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est Gilgamesh et Enkidu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, Dreamworks vraiment, on n'a rien inventé, hein. C'est tout à fait ça. C'est genre, on se met sur la gueule, finalement, on se rend compte que bon, on est plus ou moins égaux, donc finalement, ça va. Vous voyez, on n'a effectivement rien inventé, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Bah, si ça vous a plu, tant mieux. Moi, je me suis éclatée à le faire, je vais être honnête avec vous, j'ai adoré. Donc, j'essaierai de mettre cette vidéo, par contre, sur YouTube, histoire de changer. Mais promis, je vais les remettre sur YouTube quand j'aurai du temps pour faire du montage. Mais là, déjà, j'ai même plus le temps pour faire des lives, donc bon... Voilà. Mais tant mieux si ça vous a plu. Moi, je suis bien contente. Très bon sujet, les héros, bah, bien sûr. En temps fort, déjà, comme ça reste. Oui. Pas bête, Amaury. Pas bête. Alors, hop. Mais ouais, c'est intéressant. En fait, j'aurais pu développer encore et encore, mais je voulais déjà vous donner, en fait, en gros, ça prend 3 clics, oui, tout à fait. J'avais vraiment envie de vous donner un petit peu des bases comme ça sur qu'est-ce qui fait d'un héros moderne un héros, en fait. Hein, parce que, comme je vous le disais, hein, finalement, on se rend compte que Marvel, DC, tout ça, n'ont rien inventé de plus. Hein, donc ça, c'est quand même assez fou. Et je trouve ça vraiment trop bien, en fait. Et bah tant mieux si ça t'a plu, Hollande, bah, je vous laisserai le live en ligne, bien sûr, puis je vais essayer de le mettre effectivement en temps fort, comme ça vous pourrez le voir un petit peu plus longtemps si ça vous a intéressé. Moi je vous fais des gros bisous. Ah c'est pas grave Perrine, justement, je t'inquiète pas, il sera en live si t'as envie de voir, mais merci beaucoup d'être passé, en tout cas ça me fait très très plaisir Perrine. Je vous propose qu'on raide notre ami Get Bunzen. Je vous souhaite... oui, j'en ai d'autres, Hollande, je vous en parle sur mon channel. Si vous voulez, quand j'aurai un petit peu plus ça en tête, parce que là, pour l'instant, j'ai plein de choses en tête et c'est un peu le bazar. Donc voilà, je vous en parle sur le channel de Professeur Cloto sur le Discord de POG. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de POG. Je vous fais des gros bisous, moi, en attendant. Et puis on va voir Get, et vous n'oubliez pas le fameux message, hein, la littérature c'est bien aussi, surtout que lui, il fait tout sauf de la littérature. Ah, pourquoi il me change les choses? D'accord, attendez, hop, ouais, c'est pas grave. La littérature, c'est bien aussi. Tac, voilà, je vous ai mis le petit lien à suivre. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!